Bonjour à tous. Madame Verdier, je vous remercie de nous avoir exposé tout le travail qui a été réalisé sur le PRS3. J'ai un étrange sentiment, parce que je dois préciser que j'ai été président de la CTS Seine-Saint-Denis pendant de longues années. J'ai participé à la CRSA, c'est-à-dire toutes les instances de démocratie en santé qui avaient été mises en place. Et j'ai participé à ce titre aussi à la réflexion et au bilan des deux PRS, des premiers PRS. Et d'un côté, je peux dire qu'à travers ces PRS, on a quand même eu des concepts, des idées, des projets nouveaux, construits, intelligents. Je nommerai plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a eu l'installation des CLS, des CLSM, les CT et CRSA que je situais. CRSA, pour mes collègues, c'est la région. C'est une instance de concertation au niveau de la région. Il y a eu les CPTS. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'en Seine-Saint-Denis, on allait couvrir presque tout le territoire. Alors, pour connaître un certain nombre de CPTS, je ferai une petite remarque d'emblée, c'est que certains nous disent on a des projets, mais on n'a pas beaucoup de réponses de la part de l'ARS. C'est une remarque que je vous fais, notamment par rapport à Vauban, qui a été posée tout à l'heure, où moi j'ai rencontré l'un des responsables de CPTS de ce territoire qui m'a dit le problème, c'est qu'on fait des propositions à l'ARS et on attend des réponses. Donc je vous le dis comme ça en passant. Il y a eu aussi la lait vert pour la prévention que le département a mis en œuvre, j'y reviendrai un petit peu, mais donc des concepts. Et puis il y a eu évidemment le grand débat sur la possibilité d'avoir des professionnels comme des infirmiers. Alors c'était la crise des anesthésistes de Montreuil, où on avait la possibilité de former des infirmiers anesthésistes pour qu'ils puissent partager un certain nombre de tâches avec les médecins anesthésistes. Il y a eu toutes ces discussions aussi sur la création des GHT. Il y a eu les maisons de santé auxquelles le département, à l'époque, ça fait longtemps, a contribué pour essayer de trouver des locaux avec les maires du secteur. Donc, un foisonnement d'idées, de propositions, de concepts qui sont nés, avec, dès le début, des critiques. Je rappelle que pour le PRS1, la grosse difficulté qui avait été soulignée par les participants, c'est qu'il n'y avait ni les critères, ni la méthode pour évaluer le PRS. Puis, il y avait des insuffisances sur le volet santé et prévention, etc. Ça a été corrigé par la suite. Donc, un travail intéressant, avec des résultats, des propositions, et puis, finalement, une situation de la Seine-Saint-Denis, notamment, parce que quand on parle de la région, c'est une moyenne, et la région, ce n'est pas la Seine-Saint-Denis. Donc, il y a eu un effort aussi pour avoir des données plus précises sur le département. Donc, il y a ce constat, il y a un effort, il y a des idées. Puis, l'autre côté, quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan aujourd'hui en Seine-Saint-Denis? Quelle est la situation? 93% du département est considéré comme un désert médical. Près de 1,5 million séquano-denysiens sont en difficulté pour accéder aux soins, quelle que soit leur nature. Les indicateurs sur les équipements de santé en Seine-Saint-Denis compilés par l'Observatoire régional de santé pointent des déficits pour toutes les structures. Le taux d'équipement hospitalier est le plus faible de la région Île-de-France. Alors vous nous l'avez dit et vous l'avez souligné, le gouvernement, l'État fait un effort pour des travaux, pour des nouveaux équipements et tout. Mais rappelons aussi que de l'autre côté, le rapport Coquendo-Gentil, comme le rapport de Stéphane Peu, indique que le retard est considérable. Et je reviendrai sur les efforts qui sont faits et les moyens, parce que je pense qu'ils ne sont pas tout à fait à la hauteur quand même. Le département présente la plus faible densité de médecins libéraux, aussi bien généralistes que spécialistes. Ainsi, la moitié de la population ne trouve pas un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile, et 100% de la population peine à trouver une consultation d'ophtalmologie au tarif de la sécurité sociale. Alors, au passage, pourquoi cette situation ? Ce sont des choix nationaux. Ce fut il y a très longtemps le numerus clausus qui a été supprimé, mais de toute façon, que produit l'université aujourd'hui comme médecin généraliste ? Pas grand-chose. Donc il y a un vrai problème aussi au niveau de l'université sur la formation de médecins généralistes, sur les stages de ces médecins généralistes auprès de médecins généralistes. Et c'est quand même le premier problème qu'on n'a pas par rapport à la santé aussi, mais par rapport aux soins. C'est-à-dire que ce qui a été dit,
c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas avoir recours à un médecin, on va vers quoi? Vers les urgences. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un ministre qui a dit on va trop vers les urgences, c'est pas raisonnable, etc. Il faut réguler tout ça. Ben oui, mais quand il est 10 heures du soir, que votre enfant a 42 fièvres, on va où? On va voir son médecin traitant, on l'appelle pour qu'il se déplace. Ça, c'était il y a 40 ans. Ça n'existe plus. Donc, et je citerai encore d'autres cas comme ça. Un nombre grandissant d'habitants renoncent à se soigner. Tout à l'heure, il a été évoqué la question de la mortalité infantile et périnatale. Le département fut une époque avait une action en coordination avec les hôpitaux pour réduire, et ça a été sensiblement réduit. Mais aujourd'hui, quand on regarde la première analyse qui a été faite par la CRSA, ça a été sur quelles sont les causes de la mortalité périnatale en Seine-Saint-Denis. La réponse, elle était complètement sociale à l'époque. C'était quoi? C'était qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas leur droit ouvert, et comme ils n'ont pas le droit ouvert, ne vont pas faire des examens ou les font trop tardivement, et qu'ensuite, la situation ne permet pas la viabilité de l'enfant à la naissance. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on se retrouve dans une situation comme ça, tout en ayant plus de concertation, de travail de réflexion? Je pense qu'il y a une politique nationale qui ne paye pas les hospitaliers à leur juste niveau, c'est-à-dire que le travail des infirmières, etc., n'est pas bien payé, le travail des aides-soignants n'est pas bien payé, etc., etc. Il y a eu des coupes sombres sur les lits, sur les hôpitaux, qui ont fait que la Seine-Saint-Denis est dans cette situation, dans cette situation. Donc, il y a eu la demande, la proposition du temps de Jean Castex d'un État fort en Seine-Saint-Denis. OK. Il y a eu 500 millions à l'époque qui avaient été accordés pour la rénovation des hôpitaux. Alors, dedans, il y a la reconstruction de Montfermeil qui doit bien coûter les 3/5. Il y a aussi des travaux qui continuent. Il y a Villévrard. Alors, moi, je suis au conseil de surveillance de Villévrard. Il n'y a pas longtemps, il y a un ministre qui a dit, à propos d'une personne qui a été tuée, il y a eu un loupé en psychiatrie. Il faut qu'il aille dans un hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis pour voir comment fait-on quand les psychiatres vous disent on ne peut pas vous recevoir parce qu'on n'a pas assez de médecins. On ne peut pas vous suivre. La psychiatrie, c'est vraiment le secteur le plus catastrophique qu'on a au niveau de la santé. Alors, moi, je suis aussi au conseil de surveillance de Ballanger, qui est en partie un hôpital psychiatrique. Ça s'est amélioré, mais je dois vous dire, quand on regardait les locaux de Ballanger, les douches moisies, etc., c'était une honte. Cette situation a été réglée. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Et on se retrouve avec une pénurie de médecins psychiatres, et vous l'avez dit, dans une période où, dans l'après-Covid, la constatation qu'ils font, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont jeunes et qui sont touchés après le Covid par des problèmes psy. Voilà. Donc ça, c'est quand même des questions. Puis alors, c'est vrai que les hôpitaux psychiatriques prennent une tendance qui est de dire il faut passer d'abord par les CMPP parce que c'est l'essentiel, c'est la proximité, c'est le suivi. Quels sont les moyens qu'il y a dans ces structures, dans nos villes? Ils sont très faibles. Donc on est quand même dans une situation vraiment très difficile. Moi, je vois mes voisins qui me disent j'ai des rendez-vous dans 8 mois, dans 9 mois, chez des spécialistes. Et à Paris, comment on fait pour les personnes âgées? Bon, je m'arrête là sur l'état des lieux. Mais d'un côté, je vois des efforts, une concertation, des moyens qui sont donnés, et on n'y arrive pas. Moi, je pense qu'il y a une politique nationale qui est toujours de réduire le nombre de lits, de ne pas financer comme il faut les moyens hospitaliers et de ne pas payer comme il faut le personnel. Et ce qui arrive, c'est qu'on a ce personnel, je ne sais plus qui citait un hôpital où il manquait des sages-femmes. Moi, j'ai été il n'y a pas si longtemps lors d'une grève à Ballanger sur les urgences obstétricales. Il y a un quart du personnel qui manque. Et alors le personnel qui reste, qui n'est pas très bien payé, au bout d'un moment, il s'en va. Il va faire autre chose parce que la vie est insupportable au niveau de la charge de travail. Et puis, des risques sur les patients. Ça aussi, ça nous est dit très souvent. Donc, je détache le fait de l'orientation gouvernementale qui est catastrophique et on peut dire que oui,
le PRS tel qu'il est construit, il apporte des idées, des choses, sauf que le résultat, PRS 1, 2, 3, c'est la situation que je décris. Donc, ce n'est pas une accusation contre l'ARS ni contre les PRS, parce que c'est des outils intéressants. D'abord, ils nous permettent de constater l'état des lieux, ils nous permettent d'avancer des idées, des propositions, mais comme le fond du problème n'est pas réglé, on a ça. Deux derniers éléments que je voulais avancer. Tout à l'heure, il a été fait état de la situation de la clinique Vauban. Évidemment, ce qui s'y est passé ne permet pas de continuer l'exercice au niveau de ce qui se passait avant, mais il faut garder un lieu où les médecins ont envie d'y aller, ont envie de faire du soin, etc. La CPTS du coin m'a dit, nous, on est prêts à aider, à accompagner, et j'ai entendu les médecins qui donnaient leur engagement. Donc il faut qu'on arrive à avoir une conclusion, une bonne conclusion, plutôt que d'affaiblir encore le réseau du soin sur la Seine-Saint-Denis. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure de l'hôpital de Saint-Ouen. Alors, il faut quand même donner les choses. C'est-à-dire qu'on va construire un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis qui sera un CHU. Quel est le rapport d'ailleurs avec le CHU d'Avicenne? C'est une question qui a souvent été posée par les médecins. L'offre proposée par cet hôpital est non seulement insuffisante, mais elle est réduite par rapport à l'existant, puisqu'il y a moins 145 lits au total, notamment pour l'offre de soins d'urgence et pour l'offre en maternité, alors qu'on commence à avoir des maternités géantes en Seine-Saint-Denis, comme à Ballanger et comme à Saint-Denis, et des hôpitaux privés qui se débarrassent de la maternité. Donc, sur un territoire qui manque déjà cruellement de lits d'hospitalisation, comment accueillir une telle réponse? Le nombre de lits ne devrait-il pas être pensé en fonction de la démographie et des spécificités des publics accueillis? À quel moment a été pris en compte le fort taux de population jeune, l'augmentation du nombre d'habitants en perte d'autonomie, la pénurie de médecine de ville qui génère un afflux toujours croissant de public sur les services d'urgence, la question des migrants et des demandeurs d'asile, l'afflux prévisible de nouvelles populations en raison du réchauffement climatique? Voilà, donc, ce n'est pas la solution. Il ne faut pas croire que ça va nous apporter, plutôt dans ce secteur nord-est, Paris, Seine-Saint-Denis, c'est un affaiblissement de l'offre de soins. Tout ça pour une opération immobilière de la paix. Bon. Deuxième chose, et dernière chose, sur les moyens des hôpitaux pour reconstruction, etc., est-ce qu'il y aura assez de moyens? Moi, pour participer au conseil de surveillance de Ballanger, je fais un constat, c'est qu'un certain nombre d'opérations qui restent à faire, et il y en a eu beaucoup de faites, il faut le reconnaître, mais il y en avait bien besoin. Pour des opérations qui restent à faire, dans le plan de financement, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que va apporter l'hôpital pour le financement de telle ou telle partie? L'hôpital y répond, on n'apportera rien parce qu'on n'a pas les moyens. Je rappelle que pendant toute une période, quand même, sur cet hôpital, le 15 du mois, on arrêtait de payer les fournisseurs pour faire la paye du personnel. Donc, où vont-ils avoir de l'autofinancement pour produire cela? Je m'arrête, j'ai été long, mais vraiment, je pense que, et ce n'est pas vous que je pointe du doigt, que cette situation du soin, j'ai parlé surtout du soin, je n'ai pas parlé de la santé, et le département a fait beaucoup d'aller vers avec le Covid, avec tout ce qui était de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, avec la santé dentaire, où on a fait une équipe mobile qui allait dans les écoles, etc. On a fait beaucoup. On a eu cette idée d'aller vers qui était très bien, mais globalement, la politique la santé en Seine-Saint-Denis, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Merci. Séverine Maroun pour le groupe LR. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale.